Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast d'Aurore Éternelle, le podcast de l'Auberge des Univers. Nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui pour attaquer la lecture du chapitre 2 du Lore de Night, le jeu de rôle de chez Entremonde. Ce chapitre, plus conséquent que le précédent, sera découpé en 4 épisodes d'environ 20-30 minutes chacun. J'espère que la qualité du son vous ira, car je suis encore en phase de test sur comment améliorer mes enregistrements et je tâtonne toujours, notamment pour réduire mes prises d'inspiration qui me prennent un temps fou à gommer lors du montage. Bref, entrons à nouveau dans l'univers de Night. Bonne écoute! Chapitre 2. Le monde d'aujourd'hui. En 2037, seulement 19 ans après 2018, le monde a changé, évolué et parfois régressé. Sous l'influence des ténèbres, des immortels et de guerres occultes, mais aussi grâce à des bons technologiques importants, la planète et ses civilisations se sont métamorphosées et ont muté. Les immortels, les citoyens, les arches. Les immortels et leurs arches, la manière dont ils ont réorganisé une grande partie de la civilisation, forment le nouveau cœur de la société de 2037. Près d'une personne sur 3 dans le monde vit dans une arche et obéit de près ou de loin à un immortel. Il est donc important de décrire cette nouvelle organisation et son fonctionnement. Les 24. 2 ans après les premières apparitions des ténèbres, une partie de l'humanité sise dans l'hémisphère nord s'est organisée sous l'égide des immortels. Ces derniers, au nombre de 24, sont apparus aux humains par des chaînes du réseau augmenté et du réseau télévisé. Liés, solidaires, ils ont tous parlé comme un seul homme, discourant sur la protection qu'ils pouvaient offrir à l'humanité en échange d'une allégeance totale. Chacun des immortels est un personnage économiquement ou socialement puissant, qu'il soit un chef d'État ou le directeur d'une entreprise tentaculaire quand il ne s'agit pas d'une corporation. Ils ont donc pour eux des ressources colossales, presque infinies, et ont pu sans peine mobiliser une communication qui les a longtemps placés, et les place encore, sur le devant de la scène. Quelques immortels ont prouvé leur immortalité au monde en se suicidant devant un public et devant des dizaines de caméras. Miraculeusement, sans explication donnée, ils sont revenus à la vie sous les yeux ébahis de l'assistance. Juste après, ils se sont présentés comme des personnages puissants, possédant des ressources illimitées et capables de sauver l'humanité de l'anathème. Ils n'étaient pas seuls. Un cortège impressionnant d'agents armés, de conseillers en communication, de serviteurs et de fidèles les accompagnaient et leur obéissaient au doigt et à l'œil. Ils ont prouvé, grâce à leurs ressources humaines et économiques, qu'ils pouvaient guider et protéger l'humanité, notamment en offrant à ceux qui les suivraient de grandes découvertes technologiques, comme les nanomachines, et par là même des avancées médicales sensationnelles telles que les nanothérapies contre le sida ou le cancer. La plus importante de ces offrandes, faites par les immortels, a été de construire gratuitement, grâce à des nanoconstructs, des dômes de lumière dans 24 grandes villes du monde, villes qui sont devenues des arches, et dont ils ont pris le contrôle peu de temps après. Un peu plus d'un tiers de la population mondiale a accepté la proposition des immortels. On a nommé ces hommes et ces femmes citoyens, et nombre d'entre eux ont troqué leur liberté fondamentale de circulation ou même d'expression contre la protection des immortels. Chacune de ces personnes, sans qu'elles puissent l'expliquer, vouait et voue encore une admiration sans égale, une obéissance sans faille aux immortels. Certains parmi les plus fanatiques leur vouent même, à ce jour, un véritable culte religieux, élevant des temples, scandant des discours et mobilisant des foules en l'honneur d'un ou plusieurs des 24. Pour ajouter un peu plus de mystère à cela, l'humanité s'est rapidement rendu compte qu'il était physiquement et mentalement impossible pour un citoyen de ressentir de la haine, de la méfiance ou de la colère envers les immortels. En leur présence, et lorsqu'ils entendent leur voix et voient leur image, les citoyens deviennent naturellement confiants et prompts à accepter même les tâches les plus ardues. Il n'y a aucune distinction sociale, culturelle, d'âge ou de sexe dans ces différents comportements, même le fait qu'une personne sur 3, on ne sait comment, doit se rapprocher d'un immortel et de la relative protection qu'il confère. Des maris ont laissé ainsi leurs femmes, des femmes ont abandonné leurs enfants, et des amants proches se sont quittés pour se rendre dans les arches. Aujourd'hui, cette situation, bien que plus ténue, perdure encore, et de nombreuses personnes, comme si elles avaient eu une révélation, décident d'un coup de se rapprocher de la relative sécurité qu'offrent les immortels, abandonnant une vie de rebut ou d'habitants des territoires libres contre cette vie servile. Généralement, tous les jours, l'immortel local, ou l'une de ses nombreuses copies numériques, effectue, par l'intermédiaire des chaînes RA et vidéo,
un discours destiné à informer la population des nouvelles récentes, toutes contrôlées et censurées, et à rassurer les citoyens. En général, ces images sont aussi relayées en dehors des arches et les revues y sont invitées à les rejoindre. Les arches. Dans ces cités déjà bien peuplées, toutes situées au nord de l'équateur ou à sa limite, des dômes de lumière ont été érigés pour protéger leurs habitants des ténèbres, et tous ceux qui acceptaient de servir les immortels y ont été invités. Ces citoyens ont été mis en opposition avec les autres, restés en dehors des arches, qui ont été appelés rebuts, simplement parce qu'ils n'abondaient pas dans le sens des immortels. On a trouvé pour tous les citoyens, du moins pour la plupart, un travail à la hauteur de ses compétences. Et bientôt, dans ces lieux où une partie de l'humanité s'entassait, l'espoir est peu à peu revenu et la situation s'est stabilisée. L'art, par l'intermédiaire de la peinture, la musique ou le cinéma, a été introduit, de gré ou de force, dans chaque appartement, chaque rue, chaque entreprise, et est devenu obligatoire dans certaines arches. Les plus grandes arches, comme celle de Tokyo-Kyoto, ont triplé leur population en un an à peine. Heureusement, les immortels, leurs différents soutiens et employés, disposaient de technologies, notamment les nanomachines, qui ont permis une construction rapide des dômes et une extension des villes vers le ciel avec la création d'immeubles de plus de 200 étages, les conforteresses. Durant l'été 2036, 24 grandes villes et leurs agglomérations sont donc devenues des arches. En quelques mois, les immortels qui avaient fait de ces lieux les forteresses de l'humanité en ont pris la tête d'une manière ou d'une autre et en sont devenus les dirigeants officiels. Pour certains, cela a été facile, car ils étaient déjà des présidents ou des personnages politiques reconnus dans les pays où les arches étaient construites. Pour d'autres, notamment les chefs d'entreprise, l'accession au pouvoir a été sujette aux questionnements et aux réprobations de la part de dirigeants des territoires libres situés dans l'hémisphère sud, ainsi que de nombreux médias indépendants. Si ces questions et étonnements ne sont venus que rarement jusqu'aux citoyens, le reste de la population mondiale, non soumise aux immortels, reste encore dans l'expectative quant à cette nouvelle organisation de l'hémisphère nord. La plupart des scientifiques des territoires libres se demandent si la fascination que provoquent les immortels sur une frange de la population ne serait pas due à un procédé d'endoctrinement chimique quelconque ou à une manipulation de masse. Les adeptes de la théorie du complot pensent même que les immortels sont des créatures de l'anathème, qui viennent enfermer une partie de la population dans les arches. Ces dernières seraient donc des prisons où les citoyens attendent gentiment que le monde s'écroule. Toujours est-il que la cohésion des États où les arches ont vu le jour s'est peu à peu effacée. Ils sont devenus des centres de pouvoir annexes, à peine capables de réparer une route abîmée. La puissance est directement revenue aux arches, et tout ce qui faisait une nation, un pays, de la finance au loisir, a été centralisé dans chacune des 24 métropoles. En fait, le pouvoir donné aux immortels par une frange servile de l'humanité n'a fait que croître, et, bientôt, des forces armées privées, mieux équipées que la plupart des armées régulières, ont été créées pour défendre les arches. On les a nommées milices citoyennes, et elles travaillent aujourd'hui à la sécurité des citoyens et des immortels. Enfin, dans les banlieues lointaines des arches, parfois à plusieurs centaines de kilomètres, ont été créés les bastions. Annexés aux arches, les bastions sont des villes secondaires qui ont chacune été équipées d'un dôme de lumière. Ainsi, des villes comme la Nouvelle-Orléans ou encore Vancouver ont été reliées aux arches par des réseaux de transport, comme des lignes aériennes de Vector ou des trains maglev, et ont accueilli les nouveaux citoyens qui se présentaient. Actuellement, on compte une 60aine de bastions répartis dans tout l'hémisphère nord. Les arches et leurs immortels. La plupart des immortels viennent d'horizons géographiques et culturels très différentes. Chacun a créé une arche sur son territoire d'origine. Voici une courte liste des différents immortels, de leur occupation et des arches qu'ils dirigent. Ismaël Djelan, PDG de la Bird Corporation, administrateur général de l'Arche de Londres, aussi nommée Humanité. Sean Cromwell, PDG de Cromwell Brothers, administrateur général de l'Arche de Glasgow. Iwata Kaneda, PDG de Kaneda Technologies, shogun du Nodashi, administrateur général de l'Arche de Tokyo-Kyoto. Dolores Mercado, PDG de Tlaloc Inc., administratrice générale de l'Arche de Mexico. Ethan Henry, PDG d'Emerald Genetics, ancien président des États-Unis d'Amérique, administrateur général de l'Arche de Denver. Clara Jensen, PDG d'Amiral Engine, administratrice générale de l'Arche de Houston.
Emilia Vasquez, maire de Los Angeles, administratrice générale de l'Arche de LASF, Los Angeles-San Francisco. Dikembe Hooper, président des États-Unis, administrateur général de l'Arche de Chicago. Diego Azorin, président de l'Espagne, administrateur général de l'Arche de Madrid. Marco Tonini, président de l'Italie, administrateur général de l'Arche de Naples. Vandana Patil, présidente de l'Inde, administratrice générale de l'Arche de Bombay. Atal Patil, ancien acteur, producteur et réalisateur indien, administrateur général de l'Arche de Calcutta. Mohamed Khan, philanthrope et ministre du Pakistan, administrateur général de l'Arche de Karachi. Wang Yang, ancienne star du cinéma d'action chinois et ancien maire de Chongqing, administrateur général de l'Arche de Chongqing. Vladimir Soukov, ex-directeur du SVR russe, administrateur général de l'Arche de Moscou-Novgorod. Francisco Manuel Guedes, président du Conseil européen, administrateur général de l'Arche de Lisbonne. Hélène Garnier, présidente de la France, administratrice générale de l'Arche de Bordeaux. James Applebaum, ancien maire de Montréal, administrateur général de l'Arche de MOQ, Montréal, Ottawa, Québec. Nicolae Roman, président de la Roumanie, administrateur général de l'Arche de Bucarest. Igor Letchenko, président d'Ukraine, administrateur général de l'Arche de Kiev. Matthew Butler, président d'Australie, administrateur général de l'Arche de Sydney. Oliven Odin Mesh, directeur de la société Yggdrasil, filiale de la Bird Corporation, administrateur général de l'Arche d'Oslo-Asgard. Le dernier immortel, Gwendoline Haver, est portée disparue depuis le début de la construction des arches. Celle qu'elle devait diriger, Vladivostok, n'a donc jamais été finie et gît, abandonnée, sous la pénombre du territoire de la chair. Organisation des arches. Il faut bien garder à l'esprit que les arches, dans Night, sont des villes gigantesques, difficiles à appréhender. La plupart sont construites ou aménagées selon un modèle à l'américaine, avec un centre administratif et d'affaires qui constitue un noyau, entouré par des quartiers commerçants et une banlieue où l'on trouve des centres de consommation et des centaines de conforteresses de plus de 200 étages. Les échelons. Avant de passer à l'explication de l'organisation physique d'une arche, il convient d'expliquer sa structure hiérarchique. En effet, les immortels ont appliqué au sein des arches une hiérarchie des personnes sous forme d'échelons. En somme, si vous êtes d'un échelon classifié comme supérieur à une personne, vous avez autorité sur celle-ci et, du moment où vous respectez son intégrité physique et morale, vous pouvez lui demander le respect et l'obéissance. Chaque échelon octroie un certain nombre d'accès et de services variés. Voici donc les différents échelons, à quoi ils se réfèrent, ainsi que des éléments de comparaison. Il est à noter que les personnes incluses dans les échelons 1 à 5 représentent au maximum 2% de la population d'une arche. Échelon 1, administrateur général. Seuls les immortels possèdent ce niveau d'échelon. Il permet l'accès à tous les niveaux et à toutes les ressources de l'arche, ainsi qu'à des fonds quasiment illimités. La plupart des employés servent directement ou indirectement l'échelon 1 et lui doivent une obéissance sans faille. Dans les territoires libres, les présidents, les rois ou les premiers ministres en sont les équivalents. Échelon 2, administrateur. À ce niveau sont situés les proches conseillers et exécutants des immortels. Qu'elles soient nommées ministres, membres du quorum, agents spéciaux ou simplement conseillers, ces personnes ont toutes des responsabilités importantes allant de la gestion d'une grande zone de l'arche à la protection rapprochée de l'immortel. Dans les arches dirigées par un PDG de corporation, les citoyens situés à l'échelon 2 sont généralement membres de son conseil d'administration. Ils ont bien souvent accès à tous les services et peuvent s'octroyer des fonds colossaux, ordonner la création d'une forteresse ou commander les miliciens. On peut comparer ce niveau de pouvoir à celui d'un ministre ou d'un secrétaire d'État. Échelon 3, directeur. Là se situent les personnes généralement responsables ou référentes de quartier d'une arche, mais aussi les directeurs généraux des différents services permettant à l'arche de fonctionner. Pêle-mêle, on y trouve les chefs de milice, les chefs de travaux, les directeurs généraux de services informatiques ou des programmes RA et audiovisuels, les référents de quartier, etc. Tous les postes dont la responsabilité est d'organiser et de gérer plusieurs milliers d'agents sont de cet échelon. Habituellement,
À ce niveau de pouvoir, les citoyens ont accès aux mêmes privilèges que ceux de l'échelon 2. On peut aisément comparer le pouvoir octroyé à l'échelon 3 à celui que possède le directeur d'un service de renseignement, le général d'une armée ou encore le chef d'une entreprise de grande taille. Échelon 4. Gestionnaire. À cet échelon se trouvent des chefs d'envergure inférieure, gérant des équipes réduites ou des conforteresses avec l'appui de nombreux adjoints. Ce niveau de pouvoir permet des accès à environ 90% des installations d'une arche. Seul le siège central et quelques bâtiments classés secret défense demeurent ainsi inaccessibles. Tous les citoyens de cet échelon ont accès à des ressources nombreuses, mais limitées par l'objectif de leur gestion. Par exemple, un gestionnaire de conforteresse se voit octroyer des moyens pour gérer la structure, ni plus ni moins. Étonnamment, les artistes possèdent le même échelon, avec des accès un peu plus restreints et beaucoup moins de moyens. Ils profitent surtout d'un bon niveau de respectabilité et d'autorité. Ils sont à imaginer comme des maires, des élus locaux ou encore des patrons de PME. Échelon 5, chef de service. Ici se trouvent tous les bureaucrates, ingénieurs, scientifiques, médecins et techniciens possédant des postes d'importance et la gestion de minuscules équipes pour une arche. On y trouve par exemple les chefs de laboratoire, les chefs de service dans les petites structures de bureaux, les ingénieurs responsables des centrales alpha, etc. La plupart des échelons 5 ont accès à des loisirs, des restaurants, de magnifiques appartements, mais ne peuvent entrer dans de nombreux lieux tels que les bâtiments de direction ou les postes de milice. De même, les ressources et contacts dont ils disposent sont limités. En termes d'équivalence, ils pourraient être placés à côté des chefs de service dans n'importe quelle entreprise ou administration. Échelon 6, spécialiste. On trouve là tous les membres de profession nécessitant de longues études supérieures, mais qui ne disposent pas de capacité de gestion d'une équipe. Y sont regroupés les miliciens, les pompiers, les médecins, les journalistes, les laborantins, les ingénieurs, les communicants, etc. La plupart ont accès à un niveau de vie aisé, avec des loisirs réguliers et une capacité de déplacement presque totale dans l'Arche, du centre-ville à la banlieue. Ils n'ont cependant pas accès au siège administratif et disposent de peu de ressources personnelles, car ce qu'ils demandent, dans la limite du raisonnable et du confort personnel, leur est fourni directement. Ce niveau de pouvoir est quasi semblable à celui que posséderait un grand reporter célèbre, un médecin reconnu, ou un scientifique dont de nombreux travaux sont publiés. Les miliciens, quant à eux, seraient à mettre en parallèle avec les actuels policiers, mais disposent de plus grands pouvoirs. Cet échelon représente, notamment grâce aux miliciens, environ 10% de la population au sein des arches. Échelon 7, techniciens et indépendants. À cet échelon se situent tous les techniciens spécialisés, ainsi que les artisans et les commerçants. Généralement, ces personnes, qui représentent 15 à 20% de la population d'une arche, disposent d'accès limité et doivent obtenir des autorisations spéciales pour circuler dans les différents quartiers de l'arche et pour jouir de la plupart des loisirs. En termes de ressources, ils disposent d'un bon niveau de confort, pouvant formuler quelques demandes exceptionnelles par mois. Chaque semaine, de la nourriture et des boissons de qualité, presque naturelles, leur sont fournies. Si l'on devait opérer une comparaison, les personnes de cet échelon seraient semblables aux commerçants et artisans du XXIe siècle. Échelon 8, employés. On trouve à l'échelon 8 environ 60% de la population des arches. Sont regroupés ici les ouvriers, les employés de bureau, les vendeurs et conseillers au sein des commerces, les hotliners, le personnel d'entretien et de maintenance et l'ensemble des personnes sous l'autorité directe d'un échelon 5. La plupart ont des vies bien régulées, avec des horaires de travail qui ne changent presque jamais, des temps de transport prédéfinis et de très rares jours de repos. Ils ont généralement assez peu accès aux loisirs et ne peuvent sortir de leur conforteresse que pour se rendre dans les dômes de lumière ou à leur lieu de travail. Cette immense frange de la population accepte étonnamment bien son sort et ne rechigne presque jamais à cette vie cloisonnée et difficile. Les personnes à ce niveau d'échelon sont à mettre en parallèle avec les employés vivant dans la Chine et l'Inde de 2018. Échelon 9, indigents. Mal vus, souvent conspués, les personnes situées à cet échelon constituent toutes les personnes ne servant pas les intérêts de l'arche et ne travaillant pas pour elle. On compte ainsi les personnes sans emploi, les personnes handicapées, physiquement ou mentalement, les malades, les vieillards qui ne sont pas pris en charge par leur famille, etc. Tout cela réside dans des appartements de 9 mètres carrés, la taille pouvant doubler s'ils vivent en couple. Ces lieux de vie sont équipés du strict minimum nécessaire à leur survie et d'une domotique médicale pour ceux qui en ont besoin. Ils sont situés dans les niveaux inférieurs et extérieurs des arches. On les nourrit généralement avec des plats issus des nano-M. Ils n'ont pas accès aux loisirs, ni ne serait-ce qu'au réseau RA, et ne peuvent sortir des conforteresses que sur autorisation du gestionnaire local. En dehors de ceux qui ne peuvent plus travailler à cause de l'âge ou de handicap,
les gens de l'échelon 9 doivent effectuer des travaux d'intérêt général pour la communauté, comme le nettoyage des allées et des jardins, sous peine de ne pas être nourris. La situation et le manque de considération de ceux que l'on nomme les indigents révoltent bien quelques personnes au sein des arches, mais le respect et la vénération que les citoyens ont pour les immortels coupent court à toute envie de révolte. Bien qu'ils représentent 5 à 8% de la population, très peu d'entre eux protestent, se contentant de vivre et de survivre dans des villes qui les oublient. Et les chevaliers là-dedans? Un chevalier du Knight n'a pas d'échelon à proprement parler, mais en termes de droit et d'accès, il se situerait entre les échelons 3 et 4. Seul Arthur et les chevaliers de la table ronde peuvent être considérés comme des échelons 2, et encore seulement dans l'Arche de Londres. Voilà qui clôture le premier épisode de ce second chapitre sur Knight. Je vous retrouve pour la suite dans l'épisode suivant. À bientôt, ciao ciao.